Un territoire, c'est une terre et des histoires. On a parlé beaucoup d'attachement à ce pays, l'Algérie, et on a aussi parlé beaucoup d'arrachement. J'ai questionné mes amis du G2T sur leur ressenti à cet attachement et à cette mémoire. Avez-vous une phrase courte ou même un ou deux mots-clés à partager avec nous qui expriment au mieux votre sentiment ou ressenti pour cette Algérie qui nous relie tous et toutes? L'Algérie, c'est un territoire d'enfance perdu. Encore plus perdu que toutes les enfances, puisque l'Algérie française n'existe plus. Et c'est un pays indépendant aujourd'hui qui existe en revanche, et auquel j'appartiens en partie, que je le veuille ou pas. Et moi je le veux. Je sais qu'il y a en moi et qu'il y aura toujours une part algérienne, qui ne se tait pas. Non à la nostalgie, oui à l'héritage. C'est cette courte phrase qui résume à elle seule mon ressenti pour l'Algérie de mes parents, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Ma terre là-bas, une inconnue si connue, une terre d'exil, et les plaintes de la mémoire comme racine. Voilà ma seule valise. Mais il me revient une expression que j'ai entendue plusieurs fois lors de différentes réunions d'associations, qui disait finalement on est quand même un peuple de géants. Et cette expression me suit depuis un certain temps, puisque c'est vrai que chacun d'entre nous, dans nos familles, on a des histoires extraordinaires, on a des bâtisseurs extraordinaires. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on est vraiment un peuple de géants. Pour moi, l'Algérie, ce sont mes origines cachées, ma richesse intérieure et beaucoup de bonheur, du bonheur perdu. Donc j'aurais tendance à dire que l'Algérie, pour moi, j'emprunte cette phrase à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment la possibilité du Nil. La possibilité du Nil, c'est comme si j'étais dans un bateau, je regarde une île à l'horizon, et je sais que j'aime et je ne pourrais y débarquer. Et pourtant, j'aimerais tellement. Voilà. C'était mon pays imaginaire. Et je n'étais ni d'ici, ni de là-bas. La meilleure formule que j'ai trouvée pour exprimer mon Algérie que je n'ai jamais connue, c'est de parler d'un membre fantôme. Voilà, ce qu'on ressent sans plus l'avoir. Et c'est comme ça que je le traduis le plus simplement en une formule assez explicite, à mon avis. L'Algérie, c'est un pays dont nous n'avons aucun souvenir conscient. Pourtant, elle a été toujours à l'arrière de nos vies, à l'arrière de nos pensées, à l'arrière des coutumes familiales, des réunions de famille, de nos réalités. Pour moi, l'Algérie, c'est un arrière-pays. Et puis, je trouve très juste aussi de dire que finalement, on a été bercé entre beaucoup de non-dits et beaucoup de trop-dits. Voilà, donc c'était difficile de se faire une image posée. Et peut-être que mon but depuis quelques années, depuis que j'ai rejoint le CDHA et que je travaille avec le groupe de travail sur la transmission, c'est de mettre ce pays, ce territoire à sa juste place. Je suis emmêlé dans ce passé, si adulé, rêve éveillé, un incomplet, si je pouvais t'oublier. Donc, je vais vous présenter Victoire Bazin, qui a gentiment accepté d'animer les 2 tables rondes de cet après-midi. Donc, Victoire, c'est une jeune pépite aussi pour nous. Elle est journaliste pigiste. Son métier, c'est plutôt l'écrit que l'oral, mais voilà, c'est une façon de développer ses compétences. On est aussi là pour ça au CDHA. Et donc, elle a 28 ans, elle aussi, elle est de chez nous. Et je vais la laisser donc présenter ses invités. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être laisser chacun des invités se présenter et présenter son association ou... Avez-vous une... en quelle qualité il intervient sur cette table ronde, qui a pour sujet de préparer la question de la nécessaire transmission de cet héritage pied-noir. Donc, je vais poser 3 grandes questions générales à chacun. Pourquoi ?
Pourquoi cette transmission? Comment? Par quels outils? Quels ont été les moyens qu'ils ont mis en place ou qu'ils ont trouvés? Et enfin, et après? Quelle en est la réception et quel en est l'avenir en fait de chacune de ces associations? Donc pourquoi? Pourquoi, selon vous, la transmission de l'héritage pied-noir est devenue un enjeu majeur? Donc je vais donner d'abord la parole au représentant du CDHA, Monsieur Crespo. Donc tout le monde connaît, je crois, le CDHA a priori. Si vous êtes là. Donc selon vous, est-ce que l'objectif du CDHA tel qu'il a été établi à sa fondation est rempli? Ça marche là, oui, c'est bon. Est-ce que l'objectif est rempli? Je dirais qu'il est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire il est rempli partiellement, puisque, grâce à ce conservatoire dans lequel nous sommes, je crois qu'il y a la possibilité d'une transmission immense, puisque plus de 100 000 recensions, 1300 témoignages oraux, avec des représentants ici, des intervieweurs. Donc, un fonds très riche, qui est d'ailleurs fouillé et régulièrement par des chercheurs du monde entier. Je dis du monde entier parce qu'on a le Maghreb, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis et même l'Asie, puisqu'on a eu récemment, on a eu des contacts avec un chercheur japonais et une étudiante chinoise. Donc il est rempli, partiellement, mais il est en perpétuel mouvement. Il faut continuer à travailler, à enrichir d'abord le conservatoire, parce que le fonds d'archives, il faut sans cesse, et on l'a dit ce matin d'ailleurs, il y a toujours des questions nouvelles. Je crois que c'est Stéphane, des problèmes de recherche nouveaux. Je crois que c'est Stéphane, tu posais la question. Donc notre mission, par rapport à la question, elle n'est pas achevée. Et je crois que c'est tout le propos. Et la présidente Martine, ce matin, l'a dit, c'est tout le propos maintenant de votre, quand je dis votre, Victoire, mais aussi le G2T, de prendre le relais, d'assurer cette transmission. Mais certains d'entre vous sont déjà, je dirais, sans que je leur porte ombrage, de jeunes quinquagénaires ou sexagénaires, c'est-à-dire que moi j'essaie de voir loin, parce que moi je suis quand même bien après vous, c'est-à-dire que le problème maintenant de la transmission, c'est aussi, il se pose vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis des trentenaires. Alors, tu en es une représentante, et Thelma aussi ce matin, mais comment transmettre la mémoire à cette génération de trentenaires ou de jeunes adolescents? Mais on en est à la 3e génération. Et donc là, je crois que je rejoindrai quand même mon confrère Guy Pervier, ce qu'il a dit ce matin, à savoir, c'est que la mémoire maintenant rencontre l'histoire. L'histoire avec ces clivages dont il a parlé. Et vous avez donc une mission compliquée. Donc l'objectif n'est pas achevé. Mais on a les archives du CDHA pour nous aider justement à faire la rencontre de cette mémoire. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres d'archives. Donc c'est pas fini, il faut continuer. Voilà. Alors Jean-Félix Valla, je vous laisserai présenter plus en détail votre association, mais c'est la Maison des agriculteurs et des Français d'Afrique du Nord. Et vous êtes accompagné de Madame Geneviève Leblanc-Astier qui remplace Madame Ducossader qui n'a pas pu venir. Vous avez surtout travaillé pour la recherche des disparus et des enlevés en Algérie. Quel était le but à l'origine de votre association et pourquoi, selon vous, le travail de mémoire qu'elle cherche à remplir, ces deux associations, est important? Nous nous sommes retrouvés en 2002, Colette et moi. Après nous être connus enfants, mais c'était très important en ce qui nous concerne et également en ce qui la concerne, bien évidemment, parce que nous nous connaissions avant, mais surtout, je portais en moi-même un lourd fardeau, celui d'un passé, le passé de la perte de notre pays, mais également la perte de mon père qui a été enlevé, porté disparu, et dont on ne sait pas encore pour l'instant où il se trouve. Voilà.
Alors Colette également a connu cela. Et donc nous avons été le point de départ du groupe de recherche en 2002, date très importante bien évidemment. Et ensuite nous avons cheminé ensemble, mais c'est Colette qui en a pris la présidence parce qu'elle avait tout le profil pour. Et c'est elle qui a, non seulement en mémoire, qui a tous les dossiers effectivement des personnes qui ont eu un membre de leur famille disparu, enlevé, porté, disparu. Et elle les connaît individuellement. Voilà, ça c'est très important. Et puis ensuite, nous avons cheminé ensemble au cours des années, bien évidemment, et avec l'aide de Jean-Félix, puisqu'effectivement Jean-Félix était à la MAFA, le groupe de recherche des Français disparus, nous sommes soutenus les uns et les autres. Et puis maintenant, avec le projet de graines de mémoire qui est là, on pourra évoquer tout à l'heure vivant, et que Jean-Félix, dont Jean-Félix pourra vous parler plus facilement, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien répondre à cette question de la transmission grâce à votre association, en quoi elle transmet ? Donc, je commencerai mon intervention en rappelant une phrase de Winston Churchill, je crois, qui disait qu'un peuple qui ignore son passé n'a pas d'avenir. Cette maxime m'a toujours tenu au cœur. Et notre association, la Maison des agriculteurs et des Français d'Afrique du Nord, c'est depuis 1963, c'est une des plus vieilles associations de Français d'Algérie, depuis 1963 se bat contre les injustices insupportables que nous avons supportées, insupportables que nous avons vécues, pardon. Injustice sur la spoliation de nos biens. Nous avons participé avec les différents gouvernements aux 4 lois d'indemnisation qui, à aujourd'hui, ont indemnisé 58% seulement des valeurs réelles de nos biens. Injustice insupportable sur la réinstallation, puisque les agriculteurs qui se sont vus spoliés de leurs biens et qui sont arrivés tous ensemble en 62 ont acheté des exploitations agricoles 3 ou 4 fois le prix qu'elles valaient réellement et se sont fait en général escroquer et ont rapidement été dans l'impossibilité de rembourser les prêts d'installation qu'on leur avait fait. On a réussi, nos associations et la nôtre particulièrement, à faire prendre en charge par les gouvernements le remboursement de ces prêts. On a participé à des commissions de réinstallation, on a sauvé, je dirais, 2000 exploitations agricoles. On s'est occupé également des pupilles de la nation qui ont vu leurs parents assassinés par le FLN. En ce qui me concerne, mon père et ma mère ont été égorgés, assassinés devant moi et mes 2 frères. Pupilles de la nation qui ont vu leurs droits scandaleusement annulés dans la loi de programmation militaire de 1998 qui leur enlevait le droit de déposer une demande de pension. Nous avons réussi à réouvrir ce droit dans la loi de programmation militaire de 2023 et une centaine de dossiers ont été déposés pour une demande de pension. Dans la salle, il y a quelques personnes qui savent de quoi je parle. Voilà le combat de notre association. Et bien entendu, nous avons soutenu à fond avec tous les moyens dont nous disposions, c'est-à-dire informatique, logistique, bureautique, le projet Graines de mémoire, qui a pour but, je crois qu'on va le projeter bientôt, non ? Oui, si tu... Donc ça nous a été inspiré par un projet fait par les Juifs de la Shoah, qui ont fait un projet qui ont installé sur les trottoirs des maisons où les personnes juifs dans la guerre de 39-40 ont été déportées à Auschwitz ou ailleurs. Et ils ont mis des pavés devant le trottoir de chaque maison dans toute l'Europe. Il y en a 80 000 aujourd'hui qui ont été installés, qui met le nom, le prénom, la date de naissance, la date d'enlèvement et le lieu de disparition de la personne enlevée. Alors ça nous a donné l'idée pour nous bien entendu, on ne pouvait pas faire la même chose en Algérie puisque vous savez le traitement qui nous est
que l'on subit en Algérie, le traitement mémoriel inacceptable. Donc ça nous a donné l'idée de faire la même chose, mais dans un procédé virtuel. C'est-à-dire que nous avons créé un site internet qui a été ouvert le 5 juillet de cette année, avec le GRFDA, bien sûr, et Colette Ducossader. Nous avons créé ce site internet qui, lorsqu'on va dessus, c'est grainesdemémoire.org. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais... Ça doit être le chargement. Donc, lorsque vous vous rendez sur ce site, vous avez une carte d'Algérie, et sur la carte d'Algérie brillent des points jaunes ou blancs. Et lorsque vous cliquez sur un point jaune, il s'agit d'un civil porté disparu. Lorsque vous cliquez sur un point blanc, il s'agit d'un militaire porté disparu. Madame Guidicelli, je ne sais jamais. C'est bien. Vous avez créé le podcast Et de nous qui se souviendra. Pourriez-vous vous présenter, nous expliquer d'où vous parlez et pourquoi ce podcast? Pourquoi maintenant? Alors, si je vous dis d'où je parle, je vais vous dire qui je suis aussi. Oui. Je suis pied noir et je dis je suis pied noir parce que je suis née en 1960, 2 ans avant l'indépendance. Et je dis aussi je suis enfant de pied noir parce que j'ai beaucoup vécu cette histoire comme une enfant de pied noir parce que je n'ai aucun souvenir, bien sûr, de l'Algérie. Donc j'ai beaucoup vécu cette histoire à travers mes parents. C'est une histoire que je connais bien, que j'ai vécue dans ma chair. Et c'est ce qui m'a donné la légitimité de réaliser ce podcast. Je ne l'ai pas réalisé d'un point de vue d'historienne. Je ne suis pas du tout historienne, mais j'ai validé les principaux points historiques avec des historiens, notamment avec Gérard Crespo, qui m'a aidé à ce niveau-là à travers le CDHA. Et je ne suis pas documentariste non plus. J'ai réalisé ce podcast parce que je suis simplement une auteure indépendante et bénévole, passionnée par cette histoire et fière de cette histoire. J'ai toujours été extrêmement fière de cette histoire. Je l'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup milité presque pour dire quelle était mon origine et quelle était mon histoire. Et ça en était presque devenu un combat quotidien. Ce qui me touche le plus dans toute cette histoire, c'est la façon, dans la vie même en général, ce qui me touche le plus, c'est la façon dont les trajectoires de vie sont façonnées, modelées, impactées et parfois broyées par le vent de l'histoire et par les décisions des États. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'imbrication et l'enchevêtrement complexe de l'intime et du collectif. Et les histoires de pieds noirs ne sont que ça. Et je suis particulièrement sensible à la thématique de la disparition, de l'effacement et des silences. Et donc j'ai réalisé ce podcast avec toute ma sensibilité. Je donne la parole à nos aînés, à des pieds noirs, on va en parler tout à l'heure. Je donne la parole aux autres, mais je réalise ce podcast avec ce que je suis et qui je suis. Et c'est comme ça que je monte le podcast. On parlera tout à l'heure de sa fabrication. Et je suis, à titre personnel, extrêmement sensible à la problématique de la fragilité et de la vulnérabilité. L'exil des individus dans une société, et l'exil et les pieds noirs sont des individus qui ont été fragilisés par les événements de l'histoire. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Je vais essayer sans micro. Madame Borel et Monsieur Auconte sont des représentants de l'éducation nationale. Il fonctionne? Ah ouais. Alors, est-ce que, tout d'abord, pour l'un ou l'autre d'ailleurs, pourriez-vous d'abord nous expliquer en quoi la problématique de la transmission de l'histoire et de l'héritage pied noir vous intéresse à titre personnel? Écoutez, déjà parce qu'elle fait partie des programmes, donc bon voilà, on n'a pas eu le choix non plus, donc raison pour laquelle les professeurs d'histoire-géographie, comme Monsieur Auconte et comme ceux qui travaillent dans l'académie et partout sur le territoire national, travaillent sur ces questions. Après, c'est vrai que il y a plusieurs éléments qui sont venus s'agréger, pour faire mettre en place ce travail avec le CDHA. Bon, je crois que le premier, c'est que
il y a une identité quand même dans le territoire académique du passé de Pied Noir, de la guerre d'Algérie. Voilà, c'est une région qui est particulièrement marquée sur le plan de l'histoire locale, et que de ce fait, on ne voulait pas désincarner non plus l'enseignement et éviter que les élèves travaillent sur des manuels qui ne donnaient pas finalement un relief particulier à l'histoire de l'Académie d'Aix-Marseille. Et puis il y a tout un contexte aussi qui va au-delà. On estime que voilà, c'est l'histoire nationale aussi, cette guerre d'Algérie. Il faut expliquer aussi la complexité finalement de ce groupe social, donner des éléments d'ordre économique, social, culturel, identitaire. Donc toutes ces choses-là nous ont conduit assez naturellement vers ce qui est la source finalement du travail de l'historien, parce que c'est aussi à ça qu'on essaye d'initier un peu les élèves, c'est le travail avec l'archive. Donc voilà, la coopération, elle a commencé il y a 4 ans. Son initiative, il y a la demande du CDH. C'est ça, exactement. Et on s'est dit qu'on allait essayer de faire en sorte de créer finalement des itinéraires réflexifs pour les élèves à partir des documents d'archives. Et voilà, on a... Les fameux parcours et valises qui ont été créés. Alors, le CDHA est d'une souplesse extraordinaire. Je ne parle pas de la richesse du fond. Mais l'année dernière, voilà, avec une collègue, on a eu envie de partir sur l'immigration espagnole. Ils ont monté une valise sur l'immigration espagnole. Ça, c'est formidable. Voilà. Donc, ils peuvent tout faire. Donc, ils ont, comme ça, travaillé sur des thèmes et ils nous ont demandé un petit peu notre regard de professionnels pour être sûr que sur le pédagogique, ça allait, ça fonctionnait. Ça sera mieux. Et en tant qu'enseignant, j'ajouterais juste qu'aujourd'hui, sans l'archive, sans le témoin direct, il est très difficile d'aller toucher des enfants qui n'ont que très peu de mémoire familiale déjà. Alors la guerre d'Algérie ou la colonisation. Donc, et c'est vrai pour pratiquement pour tous les sujets des programmes d'histoire. Donc pour nous c'est un cadeau. Donc on vient ici, et ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Sans ça, c'est très très difficile. Ça marche pas pour tous non plus. Certains restent hermétiques. Mais généralement, la dynamique de groupe, le fait de toucher sur de la petite histoire, effectivement, le côté sensible, le vécu de quelqu'un, les mots, et on les a encore entendus. Voilà. Donc, pour nous, c'était important de ne pas évacuer le côté émotionnel, parce que il est là indiscutablement dans cette histoire qui est une histoire de déchirement, et en même temps de permettre aux élèves de voir la pluralité, la complexité finalement de ce qu'a été la colonisation, de ce qu'a été l'exode, etc., de manière à ce qu'ils puissent le comprendre à partir des itinéraires individuels pour intégrer l'émotion sans forcément, et puis en rationalisant aussi les choses, parce que c'était important de trouver cet équilibre entre une histoire qui est émotionnellement très, très, très dense, et puis quelque part ce regard d'historien qui a vocation à être objectif. Donc voilà, le travail, on a aussi cette rencontre professionnelle exceptionnelle avec le CDHA. On espère qu'elle débouche, elle débouche en fait quasiment sur une relation amicale, de reconnaissance mutuelle sur des ambitions qui sont celles finalement un peu des valeurs de la République. Ça fait pas très, très original de dire ça, mais c'est vrai, quelque part, ce qu'on veut aussi, c'est promouvoir chez les élèves une mémoire apaisée, et puis la liberté d'expression. J'ajouterais juste une chose. Parce que dans l'équipe, on n'arrête pas de parler, on est horrible. On adore ça, c'est un métier, pour ça c'est fantastique. Non, c'est surtout l'objet de nos démarches, je pense, l'essentiel, c'est de comprendre. Voilà. Et malheureusement, l'Algérie, très difficile de comprendre tous les vécus et tous les ressentis et rester dans l'histoire. Voilà. Oui, alors je voudrais juste compléter. D'abord, c'est une initiative, la valise pédagogique. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, qui est à l'initiative de notre présidente Martine Ivara. Ensuite, dire aussi que nous avons plusieurs valises, l'immigration espagnole dont tu as parlé, mais on a aussi une sur l'exode, une sur les harkis, et que nous mettons à la disposition nos archives. Or, une précision quand même, on va se faire un peu plaisir, là vous me permettrez cela, nous sommes quand même le premier
le plus grand centre d'archives privées de France concernant l'Afrique du Nord. Et là, j'insiste sur l'Afrique du Nord parce que depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu parler de l'Algérie. Je suis moi-même né en Algérie. Mais je voudrais quand même, notre conservatoire, c'est pour la mémoire des Français d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de Français d'Algérie, mais il y a quand même plus de 400 000 Français du Maroc et de Tunisie, et qui ont vécu des traumatismes parce qu'il y a un lieu commun, un mythe quelque part, et il faudrait que les historiens combattent ce mythe, à savoir que les indépendances du Maroc et de la Tunisie sont bien passées, ce qui est entièrement faux. Il y a eu des massacres, il y a eu des départs en catastrophe, des départs tragiques aussi, et donc nous avons aussi des archives concernant ces pays-là. Oui, une félicitation à l'éducation nationale ici présente pour la démarche de coopération avec le CDHA. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis 40 ans, le contenu des livres d'histoire qui sont donnés aux enfants, le contenu donc qui est national, a été longtemps inadmissible et insupportable pour nous. Et bravo. Alors ça s'améliore effectivement, et ça s'améliore effectivement, mais je voudrais souligner que pendant 50 ans, nous avons beaucoup souffert lorsqu'on voyait ce que l'on enseignait à nos enfants. Juste une petite précision quand même, parce que les manuels, ce sont des documents qui sont produits par des éditeurs, qui sont des acteurs privés, qui ne sont pas, c'est pas l'État, c'est pas l'éducation nationale. Donc les professeurs, qui ont quand même une formation d'historien, sont quand même largement amenés à se détacher de ce que proposent les manuels et à travailler par eux-mêmes leur situation pédagogique. S'ils peuvent venir en plus au CDHA, c'est mieux. C'est très récent. Alors, on a parlé des outils de la transmission dans l'éducation nationale, notamment avec le CDHA et les témoignages, les archives dont vous pouvez profiter ici à Aix-Marseille. Est-ce que le site Graines de mémoire fonctionne ou pas ? Parce que, en fait, en termes de transmission, la carte interactive de Graines de mémoire qui permet soit de trouver par le nom des disparus, soit par l'endroit, la ville d'où ils venaient, est un outil de transmission familiale d'abord assez exceptionnel. Et je voulais vous demander quel était le but. Vous avez parlé de sépulture virtuelle, d'une certaine façon, mais quel est le but pour ceux qui, pour les familles, c'est de faire son deuil, c'est de conserver une mémoire familiale, c'est de connaître cette histoire familiale ? Oui, tout à fait. Dans la mesure où, à l'échelon familial, on avait du mal à s'impliquer. Pourquoi ? Parce que je pense que les enfants ont également besoin d'avoir un autre œil, si vous voulez, extérieur à la famille pour pouvoir être confortés. Et voilà, donc pour moi c'était au début, malgré ce que vous avez dit, effectivement, si l'éducation nationale à l'heure actuelle fait son travail, ce qui est bien d'ailleurs, mais pendant très longtemps, au début, ça n'a pas été le cas, et pour ma part, mes enfants étant scolarisés, je sautais au plafond, excusez-moi, pas seulement l'expression, mais c'est à peu près ça. Bon, maintenant, je dois dire que ça s'est arrangé, entre guillemets, et que je suis davantage satisfaite de ce que je peux entendre. Oui, donc pour répondre à la question, effectivement, c'est un lieu de recueillement pour les familles, c'est un lieu de recherche pour les historiens, c'est un lieu... si vous permettez, je vais me mettre là pour... Je prends juste 2 secondes, je vais le voilà, ça va aller plus simple. Voilà, ça marche. Donc, si vous tapez sur Internet grainesdemémoire.org, vous arrivez sur une carte de l'Algérie, la carte actuelle. Vous avez des points blancs qui représentent les disparus. Pardon, tu veux que je le fasse ?
cet écran-là. Là, je peux y arriver ? Ah, voilà. Donc, vous avez la préoccupation essentielle de la création du projet, c'est d'être inattaquable historiquement. C'est-à-dire que tous les disparus, qu'ils soient civils ou militaires, qui apparaissent sur cette carte, sont indiscutables et font l'objet d'un rapport de la Croix-Rouge internationale et de déclaration de déclaration de décès. Donc, si vous cliquez, j'ai plus de souris. Elle est là. Si vous cliquez, par exemple, mais je l'ai pas à l'écran, d'accord, c'est pas grave. Alors, vous pouvez taper un nom peut-être dans la barre de... Ouais. Alors, si je mets ici. Il n'a pas envie de fonctionner aujourd'hui. Oui. Par exemple, je clique sur par nom ou par ville. Si je cherche le nom d'un disparu, je prends par exemple. Il s'agit de l'époux de Colès du Costader. Apparaît. Regardez, on va changer d'ordinateur. Désolé. Ah, voilà. Alors, on recommence. Donc, je tapais le nom d'un disparu. En l'occurrence, c'est le mari de Colette du Costader. Si je clique dessus. Voilà. Mais j'ai pas de souris. Hein. Ah, ok. Donc, apparaît le nom et la photo lorsqu'on l'a du disparu. Si on va un peu plus loin, vous avez la date de naissance, la date de disparition, la ville de disparition. Si vous allez un peu plus loin, lorsqu'on a les renseignements, excusez-moi, voilà. On va y arriver. Et lorsqu'on a plus de renseignements, vous tapez sur la fiche PDF. Je crois que le fichier, c'est assez lourd. Non, il passe. Bref. Et donc, lorsque vous tapez sur la fiche PDF, vous avez tout ce qui... pardon. Il est à cet écran, mais pas à l'autre. Désolé, la technologie nous abandonne. Peut-être expliquer en quoi consiste le PDF ? Oui. Donc sur le PDF, vous avez le rapport de la Croix-Rouge internationale, vous avez la déclaration de décès, la déclaration présumée de disparition et éventuellement des témoignages de la famille, et ce pour chaque personne. Donc on a comme ça. Oui. On le montrera à la pause pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Bref, vous avez des moteurs de recherche par ville, par date, par nom, et chaque étoile qui brille en jaune pour les civils, en blanc pour les militaires, se rapporte au lieu de disparition. Voilà. Désolé pour les erreurs de technologie. Donc un formidable outil de transmission en ligne, un lieu de mémoire pour les familles et pour ceux qui veulent connaître aussi cette histoire qui a longtemps été oubliée ou mise de côté. Si Madame Guidicelli, vous aussi, vous avez beaucoup œuvré quand même pour faire entendre, c'est le cas de le dire par votre podcast, les voix de ces pieds noirs ou de ces Français revenus d'Afrique du Nord. Comment avez-vous procédé ? Quelle a été votre motivation ? Quelles personnes interrogez-vous ?
Alors, le point de départ, je voudrais juste parler du point de départ qui était une visite au CDHA, à l'équipe à laquelle je rends hommage d'ailleurs, qui collecte les mémoires, Jean-Pierre Simon, son épouse et toute l'équipe. Et j'ai constaté le trésor qui était disponible au CDHA, qui était des milliers de témoignages enregistrés. Et à partir de là, j'ai eu une envie de rendre accessible à tous et tout de suite des témoignages. Et Internet m'est apparu comme le média idéal et un média symbolique parce qu'un podcast, on était en pleine vogue, enfin pleine tendance du développement du podcast. Un podcast, c'est la primauté à la parole, donc symboliquement pour des personnes qui n'avaient pas eu accès à la parole depuis 60 ans, puisque les Pieds-Noirs n'ont pas beaucoup eu accès à la parole au niveau des médias, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des institutions, et même pas beaucoup au niveau des politiques mémorielles. Et je dirais qu'ils ne l'ont même pas développé au sein des familles, puisque l'histoire des Pieds-Noirs a quand même été une histoire de silence et de mémoire blessée. Donc le podcast m'est apparu comme un moyen de partage, de connaissance et de transmission de cette histoire idéale et symbolique. Et je crois qu'on assiste, on le voit avec Graines de mémoire et avec le podcast, que Internet va devenir un outil mémoriel en fait. Donc ça, c'est une grande tendance au niveau de la mémoire, c'est que la mémoire peut aussi avoir un espace sur Internet. Et j'ai eu envie de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas eu, et j'étais animée par un sentiment d'urgence de faire entendre cette parole au plus grand nombre. Et avec le podcast, en cliquant sur Internet, on peut avoir accès à l'écoute. Donc voilà pour le point de départ de ce podcast. Alors on a compris le pourquoi, on a compris le comment, c'est-à-dire les outils qui étaient mis en place pour la transmission. Enfin, je voudrais vous poser à chacun la question de s'il ne devait y avoir qu'une seule chose que vous vouliez transmettre de l'héritage Pieds-Noirs, quel serait-il ? Tout simplement la réalité de notre vécu, de ce qu'ont vécu nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé là-bas. Et la réalité historique de ce qui s'est passé, et non pas ces poncifs insupportables que l'on entend et qui sont inadmissibles. Oui, pour ma part, effectivement, arrivant à la fin de ma vie, je voudrais pouvoir savoir en fait que mes enfants puissent. Ça marchera peut-être mieux. Oui, arrivant au bout de ma vie, je voudrais que mes enfants puissent effectivement retrouver des informations et un écho, parce qu'on n'arrive pas toujours à faire passer l'information, surtout dans les premières années qui ont suivi notre retour d'Algérie. Comme je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, ça a été très très lourd à porter. Le départ, bien évidemment, le départ dans des conditions terribles, mais également la disparition de mon père, qui a été l'élément majeur, et que j'ai essayé ensuite, pour lequel j'ai essayé ensuite avec Colette de faire reconnaître ce drame-là, et ensuite tenu compte de son profil dans la mesure où il avait été un arabisant dans son pays, qu'il avait beaucoup de contacts avec la population pieds-noirs bien évidemment, mais également arabe. Il a été maire de sa commune pendant près de 40 ans et également fondé, ce qui était aussi très important, un dispensaire en 1930 qui était la Société française de secours aux musulmans. Cette appellation veut tout dire. Et voilà, ce dispensaire a fonctionné jusqu'en 1962 grâce aux infirmières et aux sages-femmes qui s'y sont succédées. Voilà. Ce que les témoins ont voulu transmettre dans ce podcast, c'est toutes les facettes de l'histoire d'un Pieds-Noirs, de la guerre, l'exode, l'exil, le déracinement et l'abandon, la stigmatisation, l'accueil et le rejet, la solitude, l'invisibilité, les silences.
La reconstruction, la résilience, l'intégration et l'absence de racines. Donc voilà, les témoins, ils ont été animés essentiellement par la volonté de laisser une trace, parce qu'ils se sont dit, dans nos familles, il n'y a pas beaucoup de traces, on n'a pas beaucoup transmis, on nous a pas beaucoup posé de questions, on a envie de laisser une trace. Et puis parfois, par le souci de rétablir une vérité, parce qu'ils ont toujours eu plus ou moins le sentiment qu'il fallait lutter pour établir leur propre vérité. Donc ils avaient envie de prendre la parole dans ce podcast. Même si c'était difficile, ils l'ont fait avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de simplicité, puis surtout avec un recul de 60 ans d'une vie. Ils n'ont pas raconté ce qui s'est passé là-bas. Ils ont dit quel impact cette histoire avait eu sur toute leur vie tout entière. Bon, c'est difficile de prendre la parole après vous trois, mais enfin, bon, je vais essayer. Je dirais que mon propos à travers le CDHA aussi, et mon propos d'historien, je vais vous paraître naïf et un peu utopique, mais c'est d'inverser un petit peu le cours de l'image que les pieds noirs véhiculent malgré eux, hein, et que l'on véhicule. Je vais prendre quand même une minute là. Je suis désolé. Je vais vous donner quand même le résultat d'une enquête qui a été faite par un sociologue. Et il a demandé à des jeunes qui avaient 20, 25 ans et qui donc étaient passés par les collèges, les lycées, bien sûr, qui parfois avaient un ascendant, parfois un ascendant d'origine pied noir, un ascendant peut-être appelé d'Algérie, un ascendant archif, peu importe, et des jeunes qui étaient absolument pas liés de près ou de loin à l'Algérie ou à la colonisation. Et il a demandé quels étaient les mots qui leur venaient en premier. Et là, je voudrais inverser justement ce courant, parce que je vais vous donner les mots et je pense que je vais vous traumatiser une fois de plus. Le premier mot qui est arrivé, c'est guerre. Le deuxième, c'est violence. Le troisième, c'est inégalité. Le quatrième, c'est domination. Le cinquième, c'est racisme. Le sixième, c'est exploitation. Le septième, c'est développement. Le huitième, c'est civilisation. Le neuvième, c'est découverte. Le dixième, c'est prospérité. Ce sont les mots de la colonisation tels que les jeunes ont avancé. Alors, j'espère, en tant qu'historien, j'espère aussi que grâce aux archives du CDHA, que grâce au travail qu'on fait ici, grâce à notre revue, grâce à nous aussi, nous avons une chaîne YouTube, pouvoir peut-être inverser cette tendance. Merci. Alors, je vais donner la parole à la fin au transmetteur par excellence, puisque en tant que professeur d'histoire, on ne peut pas faire mieux. Comment enseigner justement cet héritage pied noir sans tomber dans le nostalgie ni dans la polémique? Comment transmettre une objectivité à des élèves, des jeunes qui n'ont pas du tout connu cet épisode? Ça rejoint un peu la question que vous venez de poser finalement, si on devait résumer en un seul mot ce que c'est que l'identité et le vécu pied noir, qu'est-ce qu'on retiendrait en fait? Et ce qu'on essaye de transmettre, et vous m'entendez là quand même? Non, pas du tout. Ah, oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je crois que le terme qu'on essaie de transmettre, c'est la résilience en fait. La résilience face à l'exil, la résilience face à la réinvention de soi, et c'est cette idée-là qu'on essaye de faire comprendre aux élèves dans ce qu'est finalement l'histoire pied noir. Donc on utilise tout ce qu'on peut, hein, tous les moyens sont bons finalement pour que cette idée-là passe et donc dépassionne un peu un débat qui est plus polémique sur la nostalgie de la guerre d'Algérie dans un contexte où effectivement ce qu'on essaye de valoriser c'est comment le vécu, l'héritage culturel s'est transformé dans une force qui joint toutes les générations qui l'ont vécu et puis qui a vocation à se transmettre aux autres. Voilà, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est l'idée quand même aussi que derrière nous, on ne s'arrête pas à une page d'histoire. Il y a aussi tout ce qu'on veut accompagner. On veut accompagner nos élèves sur la citoyenneté, c'est-à-dire la compréhension, éviter les jugements, les oppositions, sans s'entendre.
je vous avoue que des fois, des rencontres, c'est deux personnes qui sont complètement dans un discours opposé, mais il faut qu'ils l'entendent. Voilà. Et à nous de les accompagner. Et l'accompagnement final pour nous le plus beau, c'est quand vous avez une jeune fille qui est dans notre collège, enfin qui était dans notre collège, qui a travaillé sur un travail de mémoire sur justement une venue suite au CDH1, et de travailler avec une camarade. Alors, une était petite fille de FLN et l'autre était petite fille de Pieds Noirs, et elles ont fini leurs mots par eh bien voilà, nos origines sont différentes, mais nous on est amis, et ça c'est le plus beau. Voilà. J'aurais résumé là. Je voulais dire que un outil comme le podcast va dans les familles et va pouvoir servir à délier la parole. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de réactions d'enfants et de petits-enfants de Pieds Noirs qui m'ont dit... On a fait, parce que c'est pas les Pieds Noirs âgés qui ont écouté le podcast, ce sont les enfants et les petits-enfants qui les ont fait écouter à leurs grands-parents, et grâce à ça, une parole a pu circuler. Alors que très souvent, plein de gens m'ont dit, on n'en avait jamais parlé avant. Mais votre podcast, il a fait son travail, qui consistait à faire circuler la parole. Et il y a beaucoup d'enfants et de petits-enfants qui étaient très émouvants, qui me disaient, est-ce que vous pourriez interviewer mes grands-parents? Il va bientôt partir. On sent chez les petits-enfants cette douloureuse échéance du temps qui se pose parce qu'ils n'ont pas posé de questions, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas osé. Et qu'un outil comme le podcast, qui est un outil très simple à faire écouter, un témoignage comme ça, va atteindre cet objectif-là. Il y a eu 12 000 écoutes depuis 2 ans. C'est une forme d'archive, d'une certaine façon. Pour terminer cette table ronde sur la nécessité impérieuse de la transmission de l'héritage Pieds Noirs, on va pouvoir écouter le générique des podcasts de Nicole Guidicelli, qui seront là. Mon histoire commence par « Je m'appelle Nicole, je suis née à Blida en Algérie et je suis Pieds Noirs ». Il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire l'histoire de ma famille en questionnant mes parents et ma tante. À plus de 80 ans, ils m'ont raconté leur histoire d'Algérie. Puis j'ai eu envie de donner la parole à d'autres Pieds Noirs, parmi les invisibles. Nous étions un département de la France. Avant, on disait Français d'Algérie. C'était le seul pays qui connaissait depuis des générations. Notre patrie, c'était la France. Je voulais savoir comment la grande histoire avait bousculé leur vie. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. C'était terminé. Nous repartions en France, inconnus. Complètement démunis. Les pins, les hauteurs, le froid, la neige, la glace. Et je voulais comprendre pourquoi ce silence dans les familles depuis 60 ans. Qui vous êtes? D'où vous venez? C'est comment là-bas? Est-ce que vous êtes arabe? C'était suspect. Quand on est un ouvrier, on est un ouvrier. Je suis obligée de me taire. Et là, ça a provoqué vraiment un éclatement familial. Il fallait pas se faire remarquer. Ce déni de mon histoire. Ma fille reste à ta place. On a été des gênants. Infiniment marqués. Ils sont nés en Algérie entre 1930 et 1962. Ils ont vécu la guerre, l'exode, l'exil et ont perdu tout ce qui leur était cher. Ils sont les derniers, ou presque derniers témoins de cette histoire de France en Algérie. Nul ne sait combien il en reste aujourd'hui. On est en train de vivre la fin d'une histoire. Je n'ai pas de racines. Nous n'avions pas de tombe. 130 ans, c'est une virgule. J'étais toujours d'ailleurs. Senti, déraciné. Devant l'urgence de recueillir leurs témoignages, je suis allée à leur rencontre, à Lyon et ailleurs. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Alors, merci. Merci à tous nos intervenants. Si vous avez une ou deux questions pour eux, oui. J'ai une question pour Jean-Félix. Simplement, tu as dit qu'il y avait 2375, si j'ai retenu le chiffre, disparus officiellement recensés, donc vous avez mis en ligne, donc vous avez mis les identités en ligne. Est-ce qu'on sait
finalement combien il en reste de disparus non identifiés, pour savoir s'il y a encore des recherches à faire dans cette direction-là. Est-ce que tu as une idée du chiffre ? Donc je crois qu'on est arrivé au bout là. Je pense pas qu'il y en ait peut-être une centaine de plus, mais je pense pas plus que ça. 2375, c'est 652 militaires et 1752 civils. Et ce sont les disparus qui défilent sur la colonne du quai Branly à Paris. Et nous avons obtenu avec Colette et Geneviève du GRFDN, nous avons obtenu la mise sur ces colonnes officielles, sur un site officiel de la République. En 2012, il y a les 1752 civils qui défilent 24 heures sur 24 sur les colonnes du quai Branly avec les morts pour la France. Et dernière chose pour le site Graines de mémoire, dans un deuxième temps, on essaiera d'y ajouter les assassinés civils de la guerre d'Algérie. Mais là, c'est encore beaucoup de travail et on aura besoin du CDHA. Avant d'avoir Graines de mémoire, je dois dire que les 3 colonnes du quai Branly ont été pour Colette et moi un grand soulagement. Nous avons assisté à leur inauguration, c'était extraordinaire. En voyant les noms défiler des victimes, aussi bien civiles que militaires, c'était pour nous un grand réconfort, alors que jusqu'alors on avait été un peu les oubliés de l'histoire, voilà. Oui, j'aurais voulu demander à Madame Gudicelli comment est-ce qu'on peut trouver son podcast, parce que cherchant à me renseigner sur l'Algérie ces derniers temps, je suis tombée sur un podcast sur Radio France, qui là, bien sûr, est bien en évidence, surtout sur les applications, et où il y avait un seul témoignage mémoriel de Pieds Noirs, le reste étant les héros de l'indépendance de l'Algérie, ou héroïnes d'ailleurs. Enfin voilà, c'est ma première question. Après, comme on va m'enlever le micro, j'en ai une deuxième. Y a-t-il des liens entre le CDAH et le MUSEM ? Parce que j'ai visité l'exposition sur la Méditerranée et j'ai trouvé vraiment excessif les interprétations d'œuvres d'art portées sur la colonisation, décolonisation. J'ai trouvé ça odieux. Voilà. Petite pub pour Spotify ? Non. C'est disponible sur toutes les plateformes de diffusion Internet, Spotify, Deezer, Apple, et sur YouTube. Et sur YouTube, il suffit de taper « Et de nous qui se souviendra podcast » et vous trouverez les épisodes. C'est le seul podcast qui est dédié uniquement aux Pieds Noirs. Dans le cadre de la politique mémorielle de la commémoration de 2022, je crois, il y a eu des podcasts qui ont été réalisés, qui sont aussi formidables, mais qui ont pour angle de faire parler toutes les mémoires blessées de la guerre d'Algérie, les harkis, les Pieds Noirs, les appelés et les Algériens. Et de nous qui se souviendra podcast est le seul qui parle uniquement des Pieds Noirs. C'est une volonté déterminée de ma part, parce que c'est mon histoire. Je ne me sentais pas d'aller interviewer ou de faire quelque chose avec d'autres populations, en fait. Bon, je pense que c'est à moi de répondre à votre question. Y a-t-il des liens entre le CDHA et le MUSEM ? Ben oui et non. Oui, on a des liens, on ne peut pas les ignorer, ils ne peuvent pas nous ignorer. Avec ce que nous avons, fonds d'archives, nos tableaux, avec l'exposition de tableaux qui a passé cet été, avec les films que nous avons, avec la semaine du film que nous avons présenté, ils ne peuvent pas nous ignorer. Ils nous demandent parfois des œuvres. D'ailleurs, là, pour l'exposition qui a été inaugurée jeudi soir, là, le 17 octobre, nous leur avons prêté une demi-douzaine d'œuvres, je crois. Ils nous en remercient. Ils nous citent, bien sûr.
Bon, après, il est évident que on va pas au-delà. On va pas au-delà. Je pense qu'on reste quand même un petit peu des pestiférés pour eux. Nous considérons que nous devons, c'est notre objectif du CDHA maintenant depuis qu'on a le conservatoire surtout, auparavant aussi, mais depuis qu'on a le conservatoire encore plus, nous considérons que nous devons nous ouvrir au monde. Donc nous avons des relations avec eux, avec d'autres musées de France, à qui nous demandent des œuvres parfois, même on a été en relation avec Berlin. Donc c'est notre mission. Après, bon, il y a un clivage, le clivage dont parlait Guy Pervilliers tout à l'heure, le clivage que j'ai soulevé aussi, ça c'est indéniable. Je crois que c'est pas demain qu'on leur fera changer le discours, quoi. Je veux dire, ça c'est sûr, quoi. Bon, donc, on en reste là. Eh bien, c'est la fin de cette première table ronde. Merci à tous nos intervenants. Et puis, c'est la pause. Alors oui, on va faire... Merci beaucoup à tous. Puisque j'ai le micro, j'en profite. Et je voulais vraiment remercier Madame Borel et Monsieur Auconte d'être venus un samedi, début des vacances scolaires, je signale. Non, mais je souligne pour montrer aussi cette implication que vous avez. Vous avez parlé de relations amicales. Je pense que c'est très important. Donc, je voulais vraiment vous remercier de votre présence, vous aussi. Mais on voit bien que c'est un tout petit peu différent. Et surtout de ces parcours pédagogiques qui sont juste extraordinaires. Donc, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, que vous aurez plein d'autres idées, d'autres parcours. Peut-être des parcours aussi avec des profs de français, qui sait. Ça pourrait le faire. Donc, je vous propose une pause un tout petit peu plus raccourcie pour qu'on reste dans notre timing de 20 minutes. Et on se retrouve à 15h20 ici pour la dernière table ronde dédiée à la 3e génération, aux très jeunes.